Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité, et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com, rubrique podcast. Pensez à partager ce podcast, à l'aimer sur les réseaux sociaux, à le liker et surtout à mettre une note et une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez aussi soutenir le podcast de ProductiveYou grâce à la plateforme Tipeee. Vous pouvez m'encourager. À partir d'€1 par mois, c'est possible et je vous en remercie d'avance. Nous reprenons notre série sur la méthode de GTD avec cette semaine l'étape 2, clarifier. Lors de l'épisode précédent, nous avons vu la première étape de la méthode GTD qui consiste à collecter toutes les informations, les tâches entrantes, pour faire une sorte de recensement. Nous avons aussi vu qu'il était nécessaire d'identifier les sources d'entrée, de les rationaliser pour éviter d'avoir trop d'endroits physiques ou digitaux à vérifier. Ensuite, nous avons défini les fréquences de revue des informations entrantes, une fois par semaine, une fois par jour ou plusieurs fois par jour, s'il s'agit d'une boîte mail professionnelle par exemple. Nous avons aussi défini les outils à utiliser pour capturer les informations, une boîte mail, un outil de gestion de tâches ou de projets, un bloc-notes, un enregistreur audio, une boîte en carton, etc. À présent que nous avons toutes ces informations, il va falloir les clarifier, c'est-à-dire leur donner une signification. C'est la seconde étape que nous allons détailler aujourd'hui. Cette étape consiste en un processus de réflexion très simple qui va nous permettre d'évaluer ce qu'il faut faire de chacun des éléments de nos boîtes de réception. Le créateur de la méthode a créé un arbre de décision GTD que nous allons utiliser pour toutes nos entrées. Pour ceux qui écoutent uniquement l'audio de cet épisode, je vous conseille de vous reporter aussi à la version écrite sur le blog productiveyou.com dans la catégorie podcast pour avoir l'image en même temps que le son. Il n'y a rien de compliqué. Il s'agit de listes de questions à se poser pour chaque élément à clarifier. La réponse à chaque question va ensuite orienter la tâche, le document, le mail vers un endroit spécifique et un seul. Dans le livre de David Allen, GTD for Teens, que je vous recommande grandement pour aider vos enfants collégiens, lycéens ou étudiants à s'organiser, l'auteur appelle cette liste de questions, ce process, l'outil de transformation. En effet, nous allons transformer notre pile d'entrées en données exploitables. Au départ, vous aurez peut-être besoin d'avoir cette liste de questions sous les yeux. Mais rapidement, cela deviendra comme une seconde nature. À chaque fois que vous serez en présence d'un élément entrant, vous saurez immédiatement quoi en faire, un vrai automatisme. Mais il y a un prérequis. La méthode fonctionne très bien, surtout si on s'y dédie entièrement, et qu'on est dans de bonnes conditions pour le faire. Je m'explique. L'idée ici est de prendre chaque élément une seule fois et de décider immédiatement quoi en faire. Imaginons que vous soyez en train de marcher dans le couloir du métro et qu'en même temps, vous lisiez vos mails du bureau. Outre le fait que vous risquez de percuter quelqu'un, de tomber dans un escalier, vous risquez surtout de lire vos mails en travers, de ne pas capter l'idée principale, de ne pas interpréter correctement le message et du coup de l'orienter après coup dans une mauvaise direction. Vous risquez aussi de ne rien faire que lire ce mail et de le laisser comme élément lu dans votre boîte mail. Et une fois au bureau, vous devrez le relire pour vous rappeler ce que c'est et peut-être ensuite l'orienter. Autrement dit, vous allez faire une tâche, celle de lire le mail, 2 fois, ce qui n'est pas forcément efficace. Par ailleurs, si vous n'en faites rien, vous allez aussi ouvrir une nouvelle boucle dans votre cerveau qui va devoir patienter un peu et éventuellement vous embêter en pleine nuit jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est ce que moi j'appelle le principe One Touch. On ne le fait qu'une fois, mais jusqu'au bout. Donc il faut s'assurer de faire cette étape au bon moment dans la journée ou dans la semaine, quand on est disponible pour le faire. Et s'il y a beaucoup à faire, on peut diviser le traitement en petits blocs de temps. Mais à la fin du bloc de temps, tout ce qui aura été identifié aura aussi été orienté correctement. Alors reprenons le fil de cette deuxième étape. La première question à vous poser, c'est « qu'est-ce que c'est ?» Lors du traitement de votre boîte de réception, la première question
que vous devez vous poser est la suivante. Quelle est cette information? Qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est un mail de Pierre contenant le compte-rendu de notre réunion d'hier. Une fois que vous décidez de ce que c'est, vous pouvez alors répondre à la question suivante. Est-ce une action? C'est-à-dire, est-ce que vous avez quelque chose à faire? Il n'y a que 2 réponses possibles à cette question qui sont oui ou non. Prenons le premier cas où non, ce n'est pas une action. Alors, il y a 3 possibilités. Soit ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas pertinent, c'est périmé, vous n'en aurez pas besoin maintenant ni plus tard, poubelle. Exemple, des mails non sollicités, des publicités, des vieux mails qui ne servent plus à rien aujourd'hui. En ce qui concerne le fait de jeter, c'est un peu comme quand on fait un grand rangement chez soi. Il faut lutter pour ne pas tomber dans « j'en aurai peut-être besoin un jour ». Demandez-vous si vous en aurez réellement besoin un jour. Beaucoup de nos informations sont digitales aujourd'hui et il est très simple de les stocker dans son ordinateur, dans le cloud. C'est au cas où. Mais ces au cas où prennent de la place sur les serveurs et demandent une énergie considérable pour leur conservation. Alors sauvez des arbres et sauvez la planète en purgeant au maximum vos données numériques. D'autres questions que vous pouvez vous poser si besoin. Est-ce que je ne pourrais pas retrouver cette information en ligne si jamais dans 3 ans j'en ai besoin? Quand ai-je eu besoin de cette information la dernière fois? C'est un peu le même principe que le rangement de sa garde-robe. Si vous n'avez pas mis un vêtement au cours des 12-18 derniers mois, il est fort peu probable que vous le remettiez un jour. Alors on s'en sépare. Et c'est exactement pareil pour vos documents numériques. Si vous décidez que c'est vraiment important et qu'il faut le conserver, vous pouvez le placer soit dans un dossier physique ou numérique, s'il est important de le revoir ultérieurement, soit dans un fichier de stockage, de sorte que vous puissiez accéder facilement aux informations lorsque vous en aurez besoin. On appelle cet endroit les références ou les archives. Dans cette catégorie, on trouvera des comptes rendus, des factures payées, des recettes, des notices de fonctionnement, des notes prises en cours ou en formation, etc. Par exemple, si vous souhaitez conserver une recette de biscuits mais que vous n'allez pas le confectionner dans la minute, vous devez le mettre dans votre liste de recettes de cuisine, dans Evernote, dans OneNote, dans votre carnet de recettes, dans une collection Facebook, etc. Deuxième cas, l'information va dans une checklist. Par exemple, vous avez une note sur un post-it qui vous dit « adaptateur UK ». Effectivement, vous partez en Angleterre la semaine prochaine, en déplacement, et vous ne devez pas oublier votre adaptateur. Vous pouvez alors ajouter cet élément à votre checklist de préparation de valise. Une checklist est une liste personnalisée, alimentée dans le temps, qui aide ou prépare à une activité spécifique. Il peut s'agir d'une liste d'étapes pour accomplir une action définie. Nous venons de parler d'une checklist pour faire votre valise pour vos déplacements professionnels, mais cela peut être aussi sous forme d'une routine que vous vous créez, comme une routine du matin ou une routine du soir qui vous permet d'être prêt pour aller à l'école, pour aller au travail, en ayant tout ce qu'il vous faut. Une checklist peut aussi être une sorte de process où vous avez défini avec l'expérience que pour réaliser une chose spécifique, vous devez réaliser un certain nombre de choses au préalable, généralement dans un ordre précis, pour obtenir le résultat escompté. Dernier cas, vous avez une idée pour un nouveau projet, mais c'est encore très flou. Vous avez 3 mots sur une note. En la relisant, vous vous dites que l'idée est bonne, à creuser, mais que ce n'est pas encore le moment. On la mettra alors dans une liste que nous pourrions appeler « Un jour peut-être »,« Bac à idées » ou toute appellation de votre cru. Vous mettrez dans cette liste tout ce que vous aimeriez faire un jour, quand les conditions seront réunies, quand vous aurez le temps, l'argent, etc. Dans cette catégorie, on aura des sous-listes comme des livres à lire, des films à voir, des lieux à visiter, des idées de projets divers et variés. Vous pourriez aussi avoir des notes ou rappels dans votre inventaire qui ne sont pas très clairs sur vos intentions. Imaginons que vous ayez un post-it avec « anniversaire Marc ». Plein de possibilités existent. Soit vous l'avez noté pour vous rappeler de lui envoyer un SMS ou de lui souhaiter son anniversaire quand vous le croiserez, soit vous voulez organiser une fête pour l'anniversaire de Marc. Dans le premier cas, vous noterez simplement dans votre agenda ou votre to-do du jour de l'anniversaire de lui souhaiter son anniversaire, soit vous allez diriger cette action vers vos projets, car cela va vous demander plusieurs tâches à réaliser pour organiser une fête. Cela montre l'importance de la collecte des informations et aussi l'importance d'écrire des notes ou rappels
qui soit rapidement identifiable et non pas vague ou sujet à interprétation plus tard. Plus la note est claire, plus elle sera rapide à orienter vers le bon endroit dans votre système d'organisation. Voyons le second cas, vous avez donc une entrée et quand vous vous posez la question « est-ce que je dois faire quelque chose avec ?», la réponse est oui. Si les informations sont exploitables, vous devez vous demander quelle est la prochaine action. On va alors distinguer deux catégories. L'action qui est unique, comme passer un coup de fil, acheter le pain en rentrant. Et ce qui requiert plus d'une action pour être achevé, et cela, on va l'appeler un projet. C'est une notion importante, tout ce qui nécessite plus d'une action pour être complet ou réalisé est un projet avec un objectif spécifique à atteindre. Prenons le cas de l'action unique. À nouveau, 3 options possibles. Cela va vous prendre moins de 2 minutes pour la faire, vous le faites tout de suite et on n'en parle plus. Ça peut être répondre à un mail, confirmer votre présence à une réunion, réserver une chambre d'hôtel ou un billet de train. Il vous faudra probablement plus de temps et d'efforts pour décider d'un plan de suivi que pour terminer la tâche tout de suite. Deuxième option, cela vous prendra plus de 2 minutes et vous pouvez le déléguer à quelqu'un. Ce que vous allez faire, soit de suite, soit plus tard, car cela nécessite un peu d'explication à donner à votre collaborateur par exemple. Un cas, vous recevez un mail vous informant de la livraison d'un colis chez votre gardien et vous demandez à votre fils d'aller le récupérer. Vous allez déléguer immédiatement. Deuxième cas, votre chef vous demande un reporting sur les ventes de la semaine dernière et vous allez demander à votre collaborateur de s'en occuper, soit tout de suite s'il sait de quoi il retourne, soit pour organiser un point avec lui, pour lui expliquer la demande et le mettre dans votre agenda et dans le sien. Et vous ne manquerez pas d'assurer le suivi de la réalisation en créant un rappel dans votre to-do list, votre calendrier ou votre gestionnaire de tâches à une date spécifique. Troisième option, vous avez une action à faire et vous devez le faire vous-même, mais pas tout de suite parce que c'est long. Vous avez alors 2 options. Soit vous la mettez dans votre agenda à une date précise, votre to-do list, et vous créez un rappel, soit vous le mettez dans une liste en attente car l'horizon est plus lointain, ou bien vous devez attendre un élément externe pour le réaliser. Prenons maintenant le cas du projet. Donc vous avez une action sur un papier, un mail, mais en fait ça requiert plusieurs étapes pour être réalisé. Nous sommes donc dans le cas d'un projet avec plusieurs étapes à réaliser, généralement dans un ordre précis. On va alors définir quelles sont les étapes de ce projet et créer ce projet dans notre système d'organisation. Moi, je vais parler de gestionnaire de projet par simplicité, mais ce peut être un fichier Excel, votre bullet journal, votre boîte mail, n'importe quel support qui est confortable à utiliser pour vous dans votre organisation. Et donc, si c'est un nouveau projet, il va falloir le créer dans votre gestionnaire de tâches et définir les prochaines actions. Personnellement, en fonction du temps que j'ai devant moi, soit je crée le projet de suite dans Asana, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, avec toutes les tâches si elles sont peu nombreuses, soit je crée juste quelques étapes qui me viennent immédiatement à l'esprit, et si cela demande beaucoup plus de réflexion, je vais assigner un bloc de temps dans mon agenda pour creuser le sujet en profondeur et ainsi, pendant ce bloc de temps, définir l'ensemble des étapes de ce projet. Il est très important d'identifier ces étapes. Si c'est confus, trop générique et qu'à minima la toute première action à faire n'est pas suffisamment claire, cela va vous conduire à procrastiner sur ce projet. Pour vous aider à définir correctement cette action, souvenez-vous qu'elle doit contenir un verbe d'action, la date à laquelle ce doit être fait ou une période à couvrir, les outils ou les ressources nécessaires. Si vous devez répondre à un mail qui demande au préalable une étude, décrivez la première étape de cette étude, comme par exemple extraire les données de vente de janvier à juin 2018 depuis l'ERP. Un projet va vous demander ensuite de la planification jusqu'à son complet achèvement. Il est fort probable que plusieurs projets seront actifs en même temps. Par conséquent, en plus de la phase de planification initiale du projet, il est également très important que vous examiniez régulièrement l'ensemble des projets qui coexistent pour vous assurer de ne pas en laisser un de côté.
À l'issue de ce process de clarification, vous ressortez avec des listes de choses à faire de suite, des actions en attente dans votre gestionnaire de tâches que vous allez revoir régulièrement et incorporer à votre to-do list hebdomadaire et quotidienne et à votre agenda sous forme de blocs de temps dédiés à la réalisation de vos projets. En utilisant cet outil de transformation que nous venons de détailler, ce process de réflexion fondamental pour la méthode GTD, tous les trucs divers et variés qui se présentent à vous dans la vie quotidienne vont se transformer en étapes concrètes pour atteindre vos objectifs, réaliser vos projets et gagner le contrôle de votre vie. Nous pouvons rarement contrôler ce qui entre dans notre vie, mais nous pouvons choisir la façon dont nous allons interagir avec toutes ces choses. Soit on les laisse arriver en flux continu et on subit à longueur de semaines et d'années tout ce qui se passe autour de nous en mode extinction d'incendie, soit on décide de prendre le contrôle et d'agir au bon moment en fonction de nos ressources, de notre énergie, de façon structurée et en sachant toujours ce qu'il y a en attente à faire et pour quand. Quand vous allez définir les attendus de vos projets, de vos actions, veillez à toujours vous concentrer sur les choses et domaines et actions qui sont dans votre contrôle. Un étudiant ne se fixera pas comme objectif d'avoir un 20 en maths, mais plutôt de se préparer pour son interrogation en mathématiques. Ce n'est pas lui qui mettra la note, c'est son professeur. Par contre, l'étudiant est en charge de tout mettre en œuvre pour obtenir ce résultat. Cela vous permet d'avoir le contrôle et de créer les conditions nécessaires à votre succès. Vous ne savez pas si votre client va accepter votre proposition, si votre chef va vous allouer un budget pour votre projet d'innovation, mais vous avez le contrôle de faire de votre mieux, d'arriver bien préparé à votre revue d'offres, certain d'avoir pris en compte toutes les attentes de votre client. Votre succès doit toujours se baser sur des éléments en votre contrôle et non pas sur des facteurs externes sur lesquels vous ne pouvez pas agir. L'étape clarifiée est probablement l'une des étapes les plus utiles du flux de travail, car elle vous aide à récupérer des informations de votre tête et à les placer dans un cerveau externe. Cela vous aide à vider votre esprit et à ouvrir votre créativité. Ce processus de clarification doit se faire aussi souvent que nécessaire en fonction des entrées. Si je reprends l'exemple de la semaine dernière, si vous avez une boîte pour réceptionner votre courrier à la maison, vous pouvez décider de ne le faire qu'une fois par semaine. Pour votre boîte mail personnelle, vous le ferez peut-être tous les soirs, alors que pour votre boîte mail professionnelle, vous pourrez le faire plusieurs fois par jour en fonction de votre travail. Pour la revue de tous vos projets en cours, vous le ferez peut-être une fois par semaine en même temps que votre planification hebdomadaire, pour être certain d'allouer les blocs de temps nécessaires et suffisants à faire avancer vos projets sans en laisser un de côté. Cependant, assurez-vous d'y consacrer le temps nécessaire afin de bien aller au bout de la réflexion. Si vous vous contentez de lire tous vos mails et de ne rien faire car vous êtes trop fatigué, que vous n'êtes pas au bon endroit pour le faire, alors ne le faites pas. Vous allez devoir recommencer plus tard et aurez ouvert des tas de boucles dans votre cerveau pour rien. Alors créez des moments propices avec des blocs de temps définis et fixes dans votre agenda. Dans le prochain épisode, nous verrons la suite du flux de travail qui est organisé. Nous parlerons en détail des outils nécessaires pour récupérer tout ce qui ressort de processus de réflexion. Nous en avons légèrement parlé aujourd'hui, mais nous verrons tout cela plus en détail dans le prochain épisode. Eh bien, écoutez, j'espère que tout cela n'a pas été trop dense. Il faudra peut-être lire et relire plusieurs fois l'épisode ou le réécouter plusieurs fois. Et encore une fois, pour ceux qui sont plutôt podcast audio, n'hésitez pas à aller sur le blog pour voir le schéma de flux, éventuellement l'imprimer et le garder près de vous. En attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir, une bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!